Voilà, bonjour Madame la Ministre. Donc depuis le 29 décembre, l'État hébreu a un nouveau gouvernement. Il ne faut pas être un fin connaisseur de la politique et de l'histoire israélienne pour constater ce qui saute aux yeux. C'est l'exécutif le plus réactionnaire qui a jamais dirigé le pays. Et en plus de marquer le retour aux affaires de Benjamin Netanyahou, cet exécutif se caractérise par la présence en son sein de 5 partis ultra-orthodoxes et ou d'extrême droite. Et certains de leurs ministres se définissent d'ailleurs sans honte comme suprémacistes juifs. Dans un enregistrement datant de quelques mois et révélé le 16 janvier dernier, le nouveau ministre des Finances déclare assumer être, et je le cite, un fasciste homophobe. La haine ne prend même plus la peine de se couvrir le visage manifestement. Et donc ces formations défendent globalement, de manière totalement décomplexée, l'annexion pure et simple des territoires occupés. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que le gouvernement ne mette en œuvre ce programme, puisque le 12 février, Israël a annoncé la légalisation de 9 colonies et sa volonté de créer 7000 unités de logements supplémentaires, soit plus que le total des 2 dernières années. Et surtout, le 23 février, le Premier ministre a accordé au ministre des Finances, le ministre Smotrich, par ailleurs ministre délégué à la Défense, le pouvoir civil sur la zone C. Et l'éventualité de cette décision était d'ailleurs considérée par la plupart des observateurs comme représentant une étape décisive vers l'annexion pure et simple des territoires, puisque normalement le territoire C est sous contrôle militaire et ce serait désormais un civil qui en aurait la responsabilité, ce qui pourrait en effet se résumer comme étant une annexion. Alors, la conséquence directe de cette politique est évidemment la flambée de violence qui ensanglante actuellement la Cisjordanie et notamment cet acte qui a dépassé l'entendement et qui s'est produit dans la petite ville d'Ouara le 26 février, puisqu'en guise de représailles, des dizaines de jeunes colons israéliens y ont mené ce qu'il est difficile de qualifier autrement que comme un pogrom, et je précise que ce terme est également celui qui a été utilisé par les ONG et les journalistes israéliens ou des journalistes israéliens. Gardons en outre à l'esprit le raid mené par Tsahal à Naplouse le 22 février, qui a fait 11 morts et une centaine de blessés. C'est le plus lourd bilan depuis la fin de la seconde Intifada. Et donc dans ce contexte, j'ai évidemment toute une série de questions à vous poser. J'aimerais d'abord savoir quelle est votre analyse de la situation et l'analyse de notre représentation sur place. Je voudrais savoir aussi si vous avez pu vous entretenir de sujets avec l'ambassadrice d'israélienne que nous avons reçue dans cette commission il y a quelques semaines. Et sinon avec l'ambassadrice, peut-être aussi avec votre homologue israélien. Si oui, quelle a été la teneur de ces discussions? Des explications ont-elles été demandées relativement au positionnement manifestement et outrancièrement liberticide de ce gouvernement? Quelle analyse faites-vous de l'impact potentiel de ces nouvelles politiques sur l'évolution de nos relations avec Israël? Ça, c'est une question vraiment importante. Quel bilan est-ce qu'on tire sur nos relations avec Israël? Quelles actions la Belgique va-t-elle entreprendre dans le cadre européen afin d'empêcher que l'annexion ne devienne une réalité formelle, puisque je considère qu'elle est une réalité de facto. Alors, les autorités israéliennes semblent engagées donc, dans une fuite en avant qui doit être stoppée, et je pense stoppée par une pression internationale. La Belgique a la possibilité d'envoyer un premier signal en faisant le choix de l'interdiction, par exemple, de commerce avec les colonies. C'est la demande qui est formulée d'ailleurs par la campagne Made in Illegality qui s'est clôturée il y a peu et qui a rassemblé en Belgique plus de 20 000 signatures. Dès lors, Madame la Ministre, ne pensez-vous pas que le moment est venu de s'engager clairement sur l'implémentation de l'accord de gouvernement en matière de différenciation? Les nouveaux pas dans cette politique de différenciation et l'implémentation de sanctions ne doivent-ils pas arriver rapidement? Et en ce sens, que pensez-vous de l'interdiction pure et simple des produits issus des colonies? Je voudrais également profiter de cette occasion pour évoquer l'adoption par l'Assemblée générale
de l'ONU d'une résolution demandant à la Cour internationale de justice de traiter la question de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. C'est une avancée qui est importante, malheureusement ternie par le fait que seuls 7 pays de l'UE ont voté en ce sens, et la Belgique, et j'en suis très fier, et je voudrais vraiment vous le dire, figure parmi ces 7 pays. C'est évidemment un positionnement qui est à saluer, et encore une fois, je tenais à le dire. Alors sur ce point, quel a été le rôle du gouvernement dans cette décision, et particulièrement le vôtre, dans la façon dont s'est construite la décision prise par la Belgique le 30 décembre à l'ONU? Confirmez-vous qu'il s'agit bien désormais de la position officielle de l'exécutif et qu'elle est bien partagée par tout le monde au sein de celui-ci? Enfin, la première des questions déposées portait sur le deuxième rapport de la coalition Don't Buy into Occupation, dont fait partie le CNCD 11-11-11. En ce qui concerne les banques présentes en Belgique, il s'avère que KBC, Ackermans, Van Aren et la banque De Groof Petercam, AXA, ING et BNP Paribas sont impliquées. Cette dernière, donc BNP Paribas, est même pour la deuxième année consécutive parée du titre peu glorieux de premier créditeur de la colonisation, avec plus de 25 millions de dollars investis dans des sociétés qui développent leurs affaires dans ces territoires. Et donc, à ce sujet, mes questions sont les suivantes. Que pensez-vous de ce rapport? Quelle est votre analyse dans le champ de vos compétences? Ces informations sont-elles de nature à accélérer la mise à jour qui devrait être annuelle de la base de données des Nations Unies? Allez-vous plaider en ce sens? Le cas échéant, la Belgique apportera-t-elle un soutien financier à ce travail? Pourriez-vous faire le point sur les pourparlers qui se sont tenus à Genève au sujet du traité contraignant des Nations Unies? De même, où en est-on dans l'élaboration de la directive européenne? Notre pays se montre-t-il proactif sur ces dossiers? Et enfin, j'en termine là, soutenez-vous l'objectif d'une loi belge sur le devoir de vigilance? Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Madame la Ministre, pour toutes vos réponses. Les questions étaient nombreuses. Vous avez répondu à la plupart, en tout cas en ce qui concerne les miennes. J'ai quelques demandes de précision. Votre grand mérite, c'est d'avoir un discours très clair. Et vous l'avez dit, il y a une cohérence, il y a un enjeu de cohérence à avoir. Il est difficile d'être crédible et donc légitime à défendre le droit international et les droits humains en Ukraine ou ailleurs, mais de ne pas le faire dans les territoires palestiniens. Donc de ce point de vue-là, bravo. Il y a un discours qui est enfin clair, mais qui, je pense, doit être suivi d'actes diplomatiques, d'actes politiques. Et ça, je pense que c'est important. Vous avez souligné l'importance du respect des droits humains et une communauté de valeurs qui nous lierait à Israël. Et vous avez dit que vous jugeriez le gouvernement israélien sur base des actes qu'il posera. Des actes sont déjà posés. Au moment où on se parle, des actes sont posés. Il y a des exactions de colons qui sont totalement décomplexées, qui sont gravissimes. On parle d'un pogrom mené dans une ville palestinienne sous protection de l'armée et donc sous blanc-seing du gouvernement qui encourage ça, qui a encouragé ça. Il y a des élus israéliens proches du mouvement des colons, il y a des ministres qui ont encouragé à aller plus loin. Vous avez dit que on gardait dans notre manche la carte de la reconnaissance de l'État palestinien. Et vous avez dit en temps voulu. Mais c'est quoi en fait les conditions dont on a besoin pour avancer jusque-là, pour poser cet acte-là? En fait, de manière générale, jusqu'à quel point la situation doit-elle se dégrader pour que des actes soient enfin posés? Je sens une évolution du discours qui est plus claire que précédemment. Ça, c'est très bien. Mais quel type de violence doit-on constater? Quelle doit être l'ampleur de la domination israélienne pour que des actes concrets soient posés? Aujourd'hui, je pense que la situation s'aggrave. Les masques
tombe, mais notre discours ne peut pas rester identique. On doit être dans autre chose, on ne peut pas se contenter de se dire qu'on est préoccupé, on est vigilant, etc. Il faut aller plus loin. Alors sur la politique de différenciation, vous n'avez pas précisé s'il s'agissait d'étiquetage, d'interdiction, vous avez gardé une forme d'ambiguïté là-dessus. Est-ce qu'on avance résolument vers l'interdiction des produits issus des colonies au niveau belge en tout cas? J'interrogerai le ministre Van Petegem et le ministre Dermagne sur les résultats de ces augmentations de vérification des produits venant d'Israël. Si on est plus sévère, est-ce que les résultats en matière de marchandises recalées sont visibles? Ça, j'interrogerai vos collègues. Alors, je pense qu'au premier semestre 2024, on aura une opportunité à travers la présidence belge de mettre aussi ces questions-là sur la table. Donc, de ce point de vue-là, vous sentez dans la commission, je ne vais pas dire qu'il y a une unanimité, mais il y a une très large majorité pour vous soutenir dans des actions plus fortes, et la présidence belge vous donnera plusieurs opportunités de le faire. La décision de l'Assemblée générale de l'ONU, en tout cas le vote de la Belgique, j'ai bien compris que c'était une initiative de votre part, donc je vous félicite. Vous n'avez pas dit, vous avez dit qu'elle était soutenue a posteriori par mon parti, par les collègues écologistes aussi, je n'en doutais pas. Mais est-ce que c'est aujourd'hui la position du gouvernement? Est-ce qu'elle est... Ok, c'est très bien, merci, j'ai ma réponse. Donc voilà, on parle régulièrement, c'est un sujet dont on parle régulièrement dans cette commission. Il faudrait qu'on puisse maintenant être à l'avant-garde européenne pour, au-delà du discours, pouvoir défendre un changement de position et des actes politiques beaucoup plus forts, parce que la situation maintenant est devenue absolument intolérable.